S'il est un site prenant, c'est bien celui de Talmont. L'église romane qui surplombe de toute sa masse l'estuaire de la Gironde vit au péril de la mer depuis des siècles. Et le mot n'est pas trop fort, car à plusieurs reprises l'édifice a été menacé. Déjà, en 1094, l'église construite à cet emplacement par Ramulf a été engloutie dans les flots. Détruite la façade romane, sous les attaques des flux et des reflux remontant et descendant la Gironde. La mélancolie d'un tel lieu au péril de la mer entre le ciel et l'eau ne touche pas seulement les âmes sensibles, mais tout aussi bien les âmes fortes, qui trouvent là un sujet de réflexion et de méditation. La nouvelle église du XIIe siècle nous est parvenue par miracle. Néanmoins, sa nef a été mutilée d'une travée, alors qu'elle en comptait deux. L'architecture d'une grande rigueur et d'une grande sévérité, telle que l'exigeait le grand âge roman, est égayée néanmoins par la luxuriance de la décoration. Le portail situé sur la face nord est particulièrement significatif. Il frappe la curiosité du fidèle ou du touriste par ses trois larges arcades surmontées de 7 autres aveugles. Les voussures du rez-de-chaussée sont très animées par des scènes pittoresques représentant des monstres. La voussure du milieu représente l'agneau. Il est entouré par des anges qui l'encensent dans une posture traditionnelle. Au-dessus, des acrobates qui se soutiennent respectivement. La dernière voussure est la plus curieuse. Elle représente des personnages arc-boutés traînant par une corde de lions monstrueux qui piétinent une victime. On remarquera également des chimères effrayantes à gueule de crocodile et un lion qui paraît dévorer une femme allongée. Pour certains, l'animal tiré par une corde est l'image du dragon qu'a vaincu Saint Georges. Ainsi, à l'ombre des portails, apparaissent des monstres, la gueule ouverte, cherchant, comme dit le psalmiste, qui dévorer. L'artiste roman, à la différence de l'artiste de l'âge classique, est peu rationnel. Il est en prise avec son inconscient. Il crée avec son imaginaire des figures où ses angoisses vont pouvoir s'abreuver. Mais entrons dans l'édifice où nous attend M. Mathieu, qui connaît bien cette église, vivant depuis des années à l'ombre de son clocher. J'ai toujours aimé l'église de Talmont. Je me suis d'ailleurs marié en 1964, peut-être parce que son site est unique. Elle domine la Gironde, qui est encore la mer à cet endroit-là. Également pour son architecture romane, très belle, très dépouillée, très chargée de symboles. Notre ancien curé aimait nous faire découvrir tout ça et nous disait, par exemple, pour le chœur, on ne voit qu'un seul vitrail et finalement, quand on s'approche, on découvre qu'il y a 3 vitraux. Peut-être que cela représente la Sainte Trinité. La nef, amputée d'une travée, est néanmoins d'une grande majesté. Peu d'éléments décoratifs, mais la pureté des lignes géométriques suffit à donner aux visiteurs un grand sentiment de plénitude. Les piliers fusent vers le ciel et sont sommés de coupoles comme à Périgueux ou Cahors. Ces coupoles ont surgi un peu partout dans le sud-ouest de la France. Elles donnent à maintes églises de la Saintonge une apparence étrange.
Et sans doute ces constructions sont-elles inspirées par l'Orient, région mythique jusqu'où étaient parvenus les croisés. Mais l'architecte roman, tout en trouvant ailleurs de nouveaux modèles, garde son jugement propre. Son but est moins de s'inspirer des Byzantins que de retrouver la perfection du cercle. Mais ce sont assurément les chapiteaux qui soutiennent les doubleaux du transept qui offrent le plus d'intérêt. L'un d'entre eux, malgré son effacement extrême, évoque la grande figure de Saint Georges qui accompagnait dans leur pérégrination les pèlerins de Saint-Jacques. C'est là la légende 1000 fois ressassée du proche chevalier sauvant sa bien-aimée de la gueule du dragon. Mais sur cette légende méditerranéenne se greffe une autre légende, celle-ci germanique. Saint Georges est devenu Siegfried. Il est accompagné de 2 oiseaux qui veillent dans les Nibelungen à sa victoire. Ces thèmes poétiques sont éternels. Rappelons qu'au temps des invasions normandes, Siegfried et ses Nibelungen séjournèrent longtemps sur les côtes de Saintonge et du Poitou. Témoignage capital, bien que peu lisible, il n'empêche le degré de détérioration de ce chapiteau ne peut mettre en cause son intérêt archéologique. Mais la nef et le transept ne sont pas les seuls éléments intéressants de l'église. À l'extérieur, l'abside vaut le détour. On y découvre une composition architecturale d'un puissant effet. Le chœur, en hémicycle, est orné d'arcatures sur 2 étages, coupées en panneaux par 6 contreforts colonnes. Le registre inférieur est nu. Le registre médian est composé de 5 grands arcs inscrits percés par des fenêtres. Le registre supérieur est entièrement aveugle et décoré de fines colonnettes. Les bandeaux sont richement décorés, mais plus intéressant, la série de corbeaux qui court au sommet de l'édifice. On y découvre non plus des sujets à tonalité religieuse comme dans l'église, mais laïques, des animaux comme le loup, le hibou, la tortue, des plantes comme la vigne, le raisin et son corollaire le tonneau, scènes familières quelquefois même triviales. L'artiste roman a la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Pourtant, dans ce monument vénérable, la variété ne nuit pas à l'unité. Bien au contraire, un sentiment de sérénité et d'harmonie se dégage de l'ensemble, faisant de cette église un monument majeur de la Saintonge. Dernière petite surprise avant le départ, la découverte du petit cimetière qui a été installé là depuis le Moyen-Âge. Il est dans un site symbolique, celui du passage des âmes. La Gironde est un peu un nouveau Styx sur lequel Charon, comme dans la légende antique, guide les morts jusqu'à leur dernière demeure. Ce cimetière remonte à l'époque de Charlemagne, mais les tombes sont plus récentes, XVIIe et XVIIIe siècle. Les hommes du Moyen-Âge avaient l'habitude de se faire enterrer à même la terre, et la tradition s'était maintenue tardivement. Pour marquer la présence du mort, on érigeait un petit cénotaphe, copie en pierre des catafalques qui étaient exposés dans les cérémonies funéraires. Ces cénotaphes sont particulièrement présents à Talmont, authentifiant l'ancienneté du cimetière. Tel est Talmont, construit au bord de l'abîme et survivant contre vents et marées depuis 800 ans. Ainsi subsiste ce monument destiné à servir de relais à la fois des pèlerins de Galice. De tout temps, il a frappé les visiteurs par sa beauté formelle, par l'évocation de Saint Georges qui terrasse le dragon et dont les exploits sont comparables à ceux de Messire Saint-Jacques. Mais l'élément le plus important de ce site reste le fleuve, si profond et si large qu'il paraît intraversable. Mais en fait, la Gironde qui semble séparer définitivement les 2 rives les réunit. L'architecture est là pour le confirmer, car combien de monuments de Guyenne ont été influencés par la Saintonge et vice-versa. C'est pourquoi l'on retrouve à Talmont le mélange des thèmes, des proportions, des procédés inventés sur les 2 rives.